la deuxième capsule qui va parler cette fois-ci de la pédagogie active à distance. Donc, mon nom est Laurie Bédard, je suis conseillère pédagogique en intégration du numérique et je suis accompagnée. Et moi, je suis Josée Portelance, également conseillère pédagogique en intégration du numérique. Alors, ça va nous faire plaisir aujourd'hui de vous présenter ce nouveau modèle qui n'est pas vraiment nouveau, vous allez voir, mais qui va probablement vous inspirer. Alors, la pédagogie active, qu'est-ce que c'est? Le nom le dit, c'est qu'on veut mettre l'élève au cœur de ses apprentissages. On veut qu'il soit en contrôle de ce qu'il fait, des apprentissages qu'il fait, donc on va le mettre actif. Ça va favoriser son engagement et sa motivation, qui, on sait, des fois, sont un petit peu plus durs à atteindre quand on est à distance. Un petit point de vigilance aussi. En ce moment, on est vraiment bombardé de nouveaux outils numériques. Ce qu'il faut faire attention, c'est que si les outils numériques sont utilisés, mais sans mettre l'élève en action, c'est là qu'il peut y avoir vraiment, pas un danger, là, mais qui peut faire en sorte qu'on va avoir de la difficulté à aller chercher nos élèves. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que c'est numérique que c'est motivant et engageant. Donc, c'est la nuance que j'avais envie d'apporter, Josée. Donc, juste pour mettre en contexte, on va faire un petit rappel sur la première capsule. En fait, là, on se rappelle, l'élève était au centre du modèle, donc il fallait vraiment aller analyser le contexte pour être sûr de répondre à ses besoins. Puis, on planifiait aussi en fonction, bien, vous savez, là, ce que vos élèves savent, les élèves, les points où ils ont le plus de difficultés, les besoins de chacun de vos élèves. Donc, c'est vous qui êtes les experts de votre groupe. Donc, nous, on va aller travailler aujourd'hui davantage la partie réalisation, donc réaliser, mais ça n'empêche pas qu'on touche aussi à la planification, à la conception, puis en même temps, on va travailler à se réajuster à la fin de chacune des séquences pour voir c'est quoi qui a fonctionné, c'est quoi qui a moins bien fonctionné. Puis on va revenir souvent à l'analyse, puis on va aller voir qu'est-ce qui, dans le contexte, fait en sorte que ça fonctionne moins bien, l'âge des élèves, le nombre d'élèves dans mon groupe, tout ça. Donc, c'est des points qui vont nous permettre de nous réajuster. Donc, on va penser tout le temps à la réalisation que l'élève va faire, à l'engagement qu'il va mettre à la tâche, mais on va penser aussi à bien planifier et à bien concevoir nos séquences de façon à ce qu'on puisse répondre exactement à leurs besoins. Si jamais on voit que ça accroche, bien, on va pouvoir se réajuster et peut-être revoir à ce moment-là si notre analyse était complète. Encore une fois, pour faire le lien avec ce qu'on a discuté dans la première capsule, ça va être important de prendre soin de nous, donc de partir du connu. On ne va pas réinventer la roue. Donc, ce qu'on va faire, c'est partir d'une séquence d'enseignement qu'on fait déjà. Les 3 temps, vous les connaissez, c'est intégré, on est des enseignants, on est capable de planifier nos séquences d'enseignement. On ne refait pas un cours à l'université aujourd'hui. Les points, il va y avoir des petits points sur lesquels il va falloir vraiment porter une attention particulière lorsqu'on est à distance. Vous allez voir dans la préparation d'ailleurs, donc pour aller chercher l'engagement des élèves, ça va être super important dans la réalisation tout au long du processus. Donc, on va miser sur une rétroaction qui est continue. Ça aussi, c'est un autre point sur lequel il va falloir vraiment porter une attention particulière. Puis aussi, à une façon d'intégrer les apprentissages, peut-être des façons créatives, dynamiques, là, qui va pouvoir va permettre aux élèves de pouvoir travailler avec leurs pairs ou de pouvoir rétroagir à ce que les pairs ont fait aussi. Donc, pour se créer une communauté de classe virtuelle. Alors, ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est des façons différentes de garder cette séquence-là qu'on connaît, puis d'essayer de pas de l'améliorer, mais juste de la modifier pour qu'elle soit adaptable à notre situation actuelle. Il faut tout d'abord penser à nos incontournables, c'est-à-dire qu'il faut vraiment partir d'une intention d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'on veut que nos élèves développent comme compétences, acquièrent comme connaissance? Elle est où notre intention? Ensuite, on va partir de cette intention-là et on va choisir les contenus essentiels, parce qu'on sait que là, on passe moins de temps avec nos élèves, donc il faut essayer d'éviter un petit peu le flafla. Et on va y aller directement sur les contenus essentiels et les stratégies pédagogiques qu'on pense qui vont être les meilleures pour l'atteinte de ces intentions pédagogiques. À ce sujet, les conseillers pédagogiques disciplinaires vous ont déjà fait parvenir certains tableaux avec les contenus qu'ils jugeaient un petit peu plus essentiels. Vous pourrez les consulter à ce moment-là et ne pas hésiter à les contacter si jamais vous avez des questions supplémentaires.
Ensuite de ça, une fois que nos contenus vont avoir été déterminés, ce qu'on veut faire, c'est en venir à développer des activités qui vont être complexes et authentiques. Quand on parle de complexe, on parle d'activités qui doivent permettre à l'élève d'être un petit peu plus actif, d'être engagé dans sa tâche. Si on a des activités qui sont simples et qui demandent une réponse facile qui se trouve à l'aide de Google ou à l'aide d'une calculatrice, bien, l'élève ne sera pas engagé, la motivation va partir plus rapidement. Puis, tu sais, si je peux me permettre, Josée, quand on parle de complexe, là, on ne parle pas nécessairement d'un projet là, qui dure 3 semaines. Hein. Une tâche complexe, les conseillers pédagogiques en mathématiques pourraient vous le dire, ça peut être tout simplement une discussion mathématique. On part d'une image mathématique qui fait réfléchir. Donc, c'est ce qu'on entend par tâche complexe. C'est quelque chose qui n'est pas facile. On ne peut pas trouver la réponse facilement. Ça nous amène à avoir une réflexion, à avoir une autorégulation aussi comme élève. Donc, c'est ce qu'on veut dire. À travers ces activités-là qu'on va développer, ça va être important aussi de déterminer déjà quelles vont être les modalités d'évaluation qu'on va utiliser, quelles traces on va garder pour être capable de porter un regard sur les apprentissages. Puis là, quand on dit traces, là, ça peut être des traces, des réalisations que l'élève fait, mais ça peut aussi être juste des observations qu'on note pendant nos discussions en visioconférence. Les activités qu'on va planifier, elles peuvent être numériques, mais elles ne sont pas obligées d'être numériques. Présentement, on est dans un mode où on se doit d'utiliser le numérique pour rentrer en contact avec nos élèves, mais ça ne veut pas dire que les activités qu'on va leur proposer vont nécessairement l'être du début à la fin. Une rédaction écrite dans un cahier, puis que l'élève nous envoie une photo de sa réalisation, après, ça peut très bien faire l'affaire. Il faut prendre en compte qu'il y a certains élèves et surtout certains enseignants qui peut-être ne maîtrisent pas certaines applications et là, on ne veut pas se mettre en surcharge cognitive non plus. Donc, on va planifier des activités. Elles peuvent ou pas être numériques. On peut en intégrer davantage au fil des séquences. Et on doit aussi, super important, déterminer les modes d'interaction qui vont être faits parce qu'on ne veut pas toujours être en présentiel avec une visioconférence. On veut aussi que l'élève puisse faire du travail un peu plus autonome à la maison. Donc, on va parler d'interaction synchrone et asynchrone. Et à travers cette planification-là, on va aussi s'assurer de placer des endroits dans la plage horaire où on va être en présence virtuelle. Donc, on va pouvoir accompagner les élèves dans leurs activités qui vont être plus autonomes, dans leurs tâches qu'on leur aura données. Et ça va nous permettre aussi de leur offrir une rétroaction qui va être régulière et qui va être aussi multitype. On pourra vous présenter différents types de rétroactions. L'idée étant de recréer l'informel qu'on a dans notre classe, donc l'espèce de rétroaction qu'on donnerait à un élève, une petite tape sur l'épaule, un petit bravo, oublie pas ton S ici. Essayer de reproduire cette rétroaction-là qui se fait plus, qui est plus difficile quand on est à distance. Si je peux me permettre aussi, Josée, dans les prochaines diapositives, je vais juste porter une attention particulière. On propose des outils numériques, mais on va y aller un pas à la fois. Les propositions qu'on fait, c'est que les enseignants nous demandaient certaines propositions pour faire telle tâche avec les élèves. Donc, c'est pour ça qu'on a mis certains outils numériques, mais il ne faut pas voir ça comme une montagne, comme une surcharge, comme il faut absolument que je fasse tout ça. C'est pas ça le message qu'on veut passer. Donc, on y va avec dans quoi on se sent bien, dans quoi on se sent confortable, puis c'est un petit pas à la fois. Donc, dans la phase de préparation, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est une mise en bouche. Mise en bouche, le mot a l'air drôle comme ça, mais c'est qu'on va aller titiller nos élèves, susciter leur intérêt pour qu'ils puissent venir assister à nos rencontres qui vont être en mode synchrone, donc en présentiel. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple envoyer une petite vidéo. Puis là, quand je parle de vidéo, c'est filmé avec notre téléphone cellulaire. Donc, pour présenter un peu ce dont on va discuter ou poser une question à nos élèves, aller leur donner un petit défi avant la prochaine rencontre. Donc, c'est ce que je veux dire par mise en bouche.
Donc, une activité d'amorce, ce que ça fait, c'est que ça va susciter leur intérêt. Ils vont avoir envie de se présenter. On va aller aussi regarder leur connaissance antérieure. Donc, si on pose des questions, on leur demande de répondre à certaines petites questions ou faire une activité de classement, de comparaison, juste avant la rencontre. Ils peuvent nous l'envoyer, donc prendre une photo de leur activité, ou si c'est une activité interactive, on peut y accéder, puis voir un peu, bon, où ils se situent nos élèves, avoir un portrait global là, de notre groupe. Puis après ça, bien, ça nous permet d'identifier les besoins. Si on a après à faire dans la réalisation un sous-groupe pour aider des élèves qui ont plus de difficultés, ça va être plus facile aussi à identifier déjà préalablement. Puis pourquoi on prépare quelque chose, pourquoi on va aller susciter leur intérêt, bien, c'est surtout quand on est dans quelque chose de nouveau, une nouvelle connaissance, un nouveau défi. Donc, on veut aller engager nos élèves dans cela. Fait que dans le fond, si je comprends bien, Laurie, c'est que je leur envoie une activité, une petite activité d'amorce, une petite présentation qui va leur permettre, eux, déjà, de commencer à réfléchir sur ce que moi, je veux leur enseigner en présentiel dans ma visioconférence. Donc, je ne leur envoie pas tout de suite la notion, puis ils n'ont pas une grosse tâche à faire. C'est vraiment un petit quelque chose pour leur donner le goût de venir nous voir. Et puis, je vais être certaine que le message soit clair. En fait, ce qu'on propose, ce sont des propositions. Donc, je me répète, là, mais en fait, c'est pas un modèle unique qu'il faut absolument faire. C'est pas une recette non plus. Donc, c'est des éléments où vous allez aller chercher ce qui vous rejoint le plus comme enseignant. Puis, vous allez choisir des trucs dans tout ça là, dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Puis c'est comme ça que vous allez pouvoir bâtir votre séquence puis réfléchir dans votre planification. Ça peut être vraiment simple parce que, tu sais, tantôt, tu parlais de capsules, mais je pourrais juste envoyer une photo, un selfie de mon chat et moi, puis en leur disant de quoi tu penses qu'on va parler demain, puis en autant que ce soit thématique, j'espère qu'on va parler des chats le lendemain, mais ça peut être quelque chose de simple comme ça. Oui, tout à fait. Donc, je pourrais prendre une photo de moi en train de cuisiner, puis de faire de la mesure, puis après ça, réinvestir dans ma capsule, en fait, dans ma visio le lendemain. Fait que là, on vous a mis des outils numériques qui permettraient de créer ce petit momentum-là avant la séquence d'enseignement qui va se faire en présentiel, mais ce n'est pas des outils que vous êtes obligés, premièrement, vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser, c'est vraiment une liste non exhaustive de suggestions. Ceux et celles qui sont plus numériques vont en reconnaître plusieurs. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir envie d'aller en explorer d'autres. Donc, c'est des outils qui seraient disponibles pour ça. Puis là, toujours dans la préparation, Laurie, ce que je comprends après, c'est que là, je vais y aller avec une mini-leçon que je vais faire en présentiel avec mes élèves en visioconférence. Exactement. Donc, vous allez voir, là, tout à l'heure, on va faire des propositions de comment on peut aller, quel ordre on peut donner à notre séquence. Donc, après, oui, en effet, là, tout ce qui est nouveau concept, nouvelle stratégie, nouvelle notion, c'est certain qu'il va y avoir un enseignement on ne pourra pas envoyer nécessairement une capsule vidéo à nos élèves, donc ça ne remplace pas l'enseignement. Donc, c'est sûr que ça va nous permettre aussi d'aller chercher une certaine rétroaction de la part des élèves. Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont moins bien compris? Donc, c'est pour ça que cette partie-là est assez importante qu'elle soit en présentiel. Je comprends là, qu'il y a des enfants qui ne pourront pas nécessairement être au rendez-vous, puis c'est dommage, là, ça se peut. Donc, ce qu'on peut faire, par contre, c'est que dans les visioconférences, exemple avec Teams, on peut faire un enregistrement, puis après ça, le rendre disponible, toujours dans quelque chose de très court. Donc, on va aller... ce qu'on avait entendu, qu'on disait dans la première capsule, c'était 20 minutes chez les adultes. Notre attention baissait drastiquement. Donc, juste porter une attention particulière pour les élèves, surtout les jeunes élèves. Peut-être qu'on va y aller avec des petites capsules de 5 à 10 minutes qu'on rendra disponibles après, qui va peut-être les soutenir aussi dans leur réalisation par la suite. Et soutenir les parents par le fait même parce qu'ils vont peut-être les aider après ça dans l'étape de la réalisation. Ça va leur permettre de voir comment on a fait pour enseigner cette stratégie-là, cette nouveauté-là à leurs enfants. N'oublions pas aussi dans le contexte actuel, les parents sont des co-éducateurs, donc si on est capable de les impliquer, puis je sais, là, on ne va pas être capable d'impliquer tout le monde, mais d'en faire des alliés, les parents. Super.
Alors, on passe maintenant à l'étape de la réalisation. Puis là, vous allez voir, on a séparé cette étape-là en deux. On va vous parler tout d'abord de la version enseignant, donc posture d'enseignant, et ensuite posture d'élève. Donc, on se met dans la peau de l'enseignant, on a fait notre visioconférence, on a enseigné nos notions à nos élèves, on a peut-être enregistré notre capsule parce qu'on veut la rendre disponible plus tard pour les élèves qui étaient absents ou même pour un retour pour ceux qui auraient envie de se rafraîchir la mémoire. Et là, on va lancer un défi à nos élèves. Donc, c'est le moment où on va leur demander de se mettre en action. On va leur proposer une activité, une tâche. Et là, ça peut être très simple comme ce que vous présentez habituellement en classe. Mais ce qui va être très important de ne pas oublier de faire, c'est d'aller modéliser cette activité-là, cet exercice-là qu'on veut qu'ils fassent parce qu'après ça, ils vont partir chacun de leur côté et peut-être qu'on va manquer, si la consigne n'a pas été bien comprise, ça se peut qu'ils partent dans différentes directions et là, ça risque d'être un petit peu plus catastrophique. Donc, on va aller modéliser cette pratique-là, on va aller valider avec eux s'ils ont bien compris chacune des étapes, s'ils ont bien compris nos attentes. Et en même temps, ça va nous permettre de voir les besoins de chacun pour éventuellement peut-être créer des sous-groupes pour revenir. Parce que, tu sais, on se rappelle qu'on a dit tantôt qu'on ne les laissait pas partir dans ce processus-là, qu'il fallait s'assurer d'une présence virtuelle régulière. Et peut-être que là va venir un bon moment pour les revoir en visioconférence, mais en sous-groupe. Question d'aller voir selon les besoins de chacun pour les amener justement à s'autoréguler, nous, à leur offrir une rétroaction, puis à recueillir les fameuses traces là. Dans l'étape de réalisation du côté de l'élève, en fait, son rôle, ça va être de participer à la visioconférence, de vraiment être à l'écoute des attentes, d'écouter la modélisation là, des attentes de son enseignant. Puis ensuite, de réaliser la tâche. Donc, la tâche, ça peut être toutes sortes de tâches que l'enseignant va avoir proposées. Donc, on voit, par exemple, au préscolaire, il pourrait faire une chasse dans la maison, aller trouver des lettres à différents endroits dans les livres de recettes, des fois sur des cadres et tout ça. Donc, on pourrait demander à nos élèves de se mettre en action. Exemple aussi en mathématiques, ça pourrait être une causerie où là, on a un sous-groupe. Tu sais, on est allé comme enseignant regarder notre sous-groupe de besoins. On les a regroupés. Puis là, on pourrait amener un sujet de discussion. Puis les élèves doivent participer à une causerie mathématique. Donc, c'est un autre exemple. Ce qu'on veut ici, c'est vraiment aller développer leurs compétences, mais en plus de ça, c'est de les amener à porter un regard sur ce qu'ils font. Là, je sais que pour les élèves plus jeunes, c'est peut-être un peu plus difficile. C'est là que votre rétroaction est super importante. Puis ça, c'est comme dans la classe. C'est juste des fois à distance, on oublie ces éléments-là. Donc, plus vous allez lui donner de rétroaction ou dans les sous-groupes, les élèves vont pouvoir s'en donner entre eux. Éventuellement, l'élève va arriver à être en mesure de se donner lui aussi une auto-réflexion sur ce que fait. Donc, on va les guider vers ça aussi, là, les élèves. Plusieurs outils numériques sont possibles, donc vous pouvez les voir ici. Donc, ça peut être tout simplement des petits groupes en visioconférence où les élèves discutent entre eux, réalisent une tâche, se présentent la tâche, se donnent des commentaires entre eux. Donc, on n'exclut pas le travail d'équipe parce qu'on est en visioconférence. Effectivement, puis ça peut être un bon moyen de les motiver un petit peu plus, sachant qu'ils vont travailler en visioconférence avec leurs amis à la réalisation d'une tâche. Là, ça peut être très gagnant comme stratégie. Dans la partie intégration, c'est là que le plaisir continue. Donc, on va pouvoir proposer des tâches de création à nos élèves, donc intégrer. Donc, c'est sûr que nous, avec le numérique, on a plusieurs idées, mais ça peut tout aussi bien être quand on parle de croquis-notes, le croquis-notes peut être fait sur du papier avec des crayons. Donc, le but, c'est d'intégrer les nouveaux apprentissages, de faire une synthèse de ce que les élèves ont compris. Ça peut être même fait en équipe, donc pour avoir une présentation qui va être faite en équipe.
Après ça, on partage tout ce qu'on a créé aux autres. Là, c'est sûr que présentation orale à distance, si on a 25 élèves, ça peut peut-être être long. Donc, on peut peut-être trouver des moments où à chaque jour, un élève ou 2 élèves ou 3 élèves là, nous présentent quelque chose. De se faire des plages horaires de présentation, ça peut être une idée aussi. Donc, l'idée, là, c'est d'aller regarder, selon les besoins des élèves, leur proposer certaines tâches. Il y a peut-être des élèves aussi qui vont avoir besoin d'être plus dans les activités de consolidation parce qu'il y a des trucs qui sont moins bien compris, tout ça. Donc, on va s'ajuster avec ces élèves-là. Mais vous savez, il y a des élèves qu'on peut presque tout de suite aller placer en intégration, puis ils peuvent être en création de contenu assez rapidement. Donc, des exemples, là, vous en avez ici, mais ça peut, comme tout ça, peut se faire de façon très simple également. J'aurais envie d'ajouter aussi, tu sais, au niveau du partage, c'est sûr qu'en visio, on essaie de rendre ça le plus court possible, mais on pourrait demander aux élèves de nous présenter, tu sais, si on y va dans une optique où ils ont fait une création numérique, ils auraient pu filmer leur présentation, s'ils ont créé une bande-annonce ou un diaporama, et au moment du partage, ben, ils font juste nous mettre une petite mise en bouche finalement. Ils font juste nous donner le goût d'aller voir ce qu'ils ont créé, ce qu'on a déposé là, dans la communauté d'apprentissage, peu importe celle qu'on utilise. Donc, l'idée, c'est vraiment de réinvestir les apprentissages qu'on a développés dans des nouveaux contextes, puis les mettre de l'avant. Ça pourrait être juste d'expliquer qu'est-ce qu'on a appris ou de l'utiliser dans la création de quelque chose. Et voilà, nous, on a vraiment plein d'idées numériques pour amener l'élève dans un processus créatif qui, là, il va vraiment être engagé, il va vraiment avoir le goût de terminer son activité. Encore une fois, le travail d'équipe n'est pas impossible. On le valorise même. Le numérique nous permet ce genre de choses. Travailler en collaboration sur des documents. Avec le numérique, tout est possible. Donc, on travaille dans PowerPoint en ligne, dans Word en ligne. Donc, il y a plusieurs applications comme ça de co-création qui existent. J'ajouterais aussi, j'ai un petit exemple, j'ai vu une maman là, présenter ça sur CISA. Son enfant avait fait une présentation, un projet. Là, puis, ils l'ont mis sur la télé. Donc, on peut mettre des diaporamas là, sur certaines télés intelligentes. Donc, puis là, il faisait sa présentation avec son diaporama sur sa télé. Puis, sa mère a filmé avec le cellulaire. Je trouvais ça cute. Puis après, ils ont déposé sur CISA parce que la classe utilisait déjà CISA. Donc, c'est une autre option aussi. Donc, se faire des alliés des parents. Là, c'est sûr qu'on est au primaire, là, au secondaire, peut-être que ça va être différent aussi, mais... Les frères et sœurs, on a vu des belles choses passer aussi sur les médias sociaux là, depuis qu'on est en confinement. Moi, je pense que quand on permet à l'élève d'être créatif, il va justement trouver plein de solutions avec ses alliés, que ce soit sa famille ou les gens qui sont proches de lui, pour nous rendre un produit fini qui est vraiment surprenant et qui est vraiment agréable à consulter. Bon, on l'a vu beaucoup avec les artistes pendant le confinement, donc ils ont rendu du contenu disponible sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu le même principe pour aller chercher nos ados de cette façon-là, avec une amorce qui peut être, tantôt on a dit, c'est l'enseignant qui lance un défi, ça peut être aussi, on fait écouter une chanson qu'on a trouvée, nous, puis on l'envoie à nos élèves par la suite. Bon, là, Laurie, c'est sûr qu'on a dit beaucoup de choses. Ça peut paraître lourd. Là, on a pensé à une façon de le présenter avec des exemples concrets. Est-ce que tu veux nous parler là, des étapes sur lesquelles on a travaillé? Bien, en fait, c'est une proposition d'une séquence. Donc, puis là, on a mis utilisation minimale des technologies. Là, le but, c'est pas péjoratif du tout. En fait, c'est avec les outils qu'on utilise en ce moment, les outils de visioconférence, entre autres, comment on peut penser à ce type de séquence-là qui va rendre l'élève actif dans ses apprentissages. Donc, en utilisant les deux modes d'interaction, donc en asynchrone ou en synchrone. Donc, synchrone étant la visioconférence, asynchrone, c'est quand l'élève est disponible et peut le faire. Donc, d'abord, on en parlait tout à l'heure, ce qu'on peut faire, c'est envoyer une vidéo. L'élève, ce qu'il fait, c'est que si on lui envoie une petite question, il va répondre au questionnement, il va émettre une hypothèse par rapport à la proposition qu'on lui fait.
Puis après ça, en mode présentiel, bien, on va aller faire un retour sur ce que les élèves ont répondu, leurs hypothèses, puis on va faire notre enseignement un petit peu plus explicite. On va en profiter en même temps pour aller faire notre modélisation de nos attentes, se pratiquer un petit peu. Après ça, ce qu'on peut faire, c'est permettre à nos élèves d'être en pratique autonome, d'aller s'exercer, aussi avoir une rétroaction individuelle, donc par l'enseignant individuel, là, selon les besoins des élèves. Donc, il y a des élèves, peut-être qu'une rétroaction collective qu'on pourra fournir soit en présentiel, on pourrait même faire une capsule de rétroaction collective sur les erreurs les plus communes. Donc, c'est un peu pour se dégager aussi, là, parce que si on se met à chaque fois à faire une vidéo ou un enregistrement audio pour donner une rétroaction individuelle, ça va être quand même lourd. Donc, c'est un peu comme on fait en classe, tu sais, quand on voit qu'une erreur se répand un peu partout, puis que là, ben, on dit un instant les amis, puis les amis, j'étais au primaire, là, un instant les étudiants, et là, on se remet à refaire l'explication pour donner notre rétroaction justement à l'ensemble du groupe. Donc, c'est ça. Donc, nous, c'est des petites façons de faire là, qui peuvent nous permettre de faire la même chose, mais à distance. Après ça, bien, dans la phase d'intégration, on essaie de prendre un petit moment en présence aussi pour faire un retour sur les connaissances. Pour ça, là, vous pouvez utiliser simplement l'outil de clavardage là, qui se trouve dans Teams ou dans Zoom ou dans Google Meet, là, tout dépendant de ce que vous utilisez. On lance un défi créatif aux élèves. Comme on vous a dit, ça peut être simplement un dessin, ça peut être simplement un tableau qu'on a fait sur papier, une création sur papier, là, comme vous pouvez voir. Puis, le dépôt de la création, c'est peut-être ça qui va demander une utilisation du numérique. Ça peut être simplement une photo. Donc, une photo où il la dépose, tout dépendant de l'environnement que vous utilisez déjà en classe. Donc, ça se peut que vous utilisez déjà Teams, ils peuvent la déposer sur Teams, soit dans le flux de conversation ou si vous proposez un devoir qui est peut-être un peu plus complexe. Donc, ou vous l'envoyez par courriel. Il y a des enseignants qui nous ont dit, moi, mes élèves, ils étaient habitués de m'envoyer des courriels, donc ils m'envoient leurs travaux par courriel, tout dépendant de votre gestion là, de classe. Fait que dans le fond, dans cette séquence type-là, où on utilise les technologies au minimum, c'est qu'on les utilise finalement juste pour rentrer en contact avec nos élèves. À chaque fois qu'on veut échanger avec eux, soit qu'on veut leur parler, qu'on veut leur enseigner ou qu'on veut leur offrir de la rétroaction ou qu'à l'inverse, eux veulent communiquer avec nous, c'est juste à ce moment-là qu'on utilise la technologie. Tout à fait. Donc, utilisation pour des moments précis, essentiels, qu'on ne pourrait pas faire en asynchrone. Super. Alors là, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris la même séquence ou une séquence semblable, mais qu'on lui a ajouté vraiment des technologies à pratiquement chacune des étapes de réalisation. Donc, je te laisse nous présenter ça, Laurie. Mais en fait, ça, c'est super important. Donc, si vous n'utilisiez pas ces technologies-là avant, donc, essayez pas tout ça d'un coup. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ce les élèves ont l'habitude. Donc, on pourrait commencer en envoyant une vidéo. Vous savez, il y a des outils qui rendent les vidéos interactives. Je pense à Edpuzzle, mais il y en a d'autres encore plus simples. Visia, il y a Playposit, en tout cas. Ça nous permet, ces outils-là, d'aller poser des questions à certains endroits de la vidéo. Donc, c'est une vidéo d'amorce où on va aller recueillir les hypothèses des élèves. On pourrait le faire de cette façon-là. Il y aurait aussi moyen de mettre un lien de notre vidéo dans un Microsoft Form, puis après ça, de poser quelques questions là, dans notre formulaire pour aller activer les connaissances des élèves. Après ça, quand on va être en présentiel avec eux, en mode synchrone, on peut faire un retour sur leurs hypothèses en groupe pour aller construire collectivement nos connaissances. Donc, on peut utiliser Mentimeter. Il y a d'autres outils qui nous permettent d'aller saisir rapidement le pouls du groupe. Puis aussi, on pourra faire un enseignement un petit peu plus explicite à l'aide d'un tableau blanc comme à Whiteboard. Donc, cette application-là, en plus, elle est collaborative. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'un élève pourrait, si on lui partage le lien, ajouter certains éléments. Donc, on pourrait ensemble construire une carte conceptuelle, par exemple, avec cet outil. On reste en
en synchrone. Donc, on va modéliser nos attentes. Ce qu'on peut faire, c'est s'enregistrer pendant qu'on le présente aux élèves en direct. On pourrait s'enregistrer avec Loom puis rendre le lien disponible par la suite pour une écoute ultérieure. Notre pratique en sous-groupe de besoins, on pourra avoir des salles de visioconférence. Donc, exemple avec Zoom, on peut partir d'une conversation principale puis avoir des différentes salles où on pourra aller faire des points de vérification à l'intérieur comme enseignant, puis les élèves pourront réaliser certaines tâches en équipe. Ça pourrait être réalisable avec Teams aussi. C'est juste que là, il y a un petit peu plus de manipulation qui est nécessaire là, parce qu'il faudrait ouvrir 2 ou 3 rencontres en même temps, mais rien ne nous empêche d'aller faire des points de vérification dans chacune de ces rencontres. Oui, tout à fait. C'est possible avec pratiquement tous les outils de visioconférence. Une rétro collective en capsule vidéo, donc on pourrait la partager en asynchrone cette fois-ci. Vous voyez la nuance avec l'autre séquence plus tôt, c'est qu'on faisait notre rétro collective en visioconférence en direct. Là, ici, on pourrait la faire puis la partager à nos élèves. Les élèves vont être en pratique autonome, vont pouvoir utiliser un exercice numérique. Il y en a quelques-uns de disponibles là, en ce moment qui sont gratuits. Là, je pense à NetMath. Il y a des élèves aussi qui pourront travailler leur écriture, exemple avec la constellation de l'ours. La rétroaction qu'on pourra leur offrir à ce moment-là, on parle de rétroaction multitype. Donc, c'est le concept, c'est simplement qu'on peut donner une annotation en même temps qu'on enregistre notre voix. Donc, exemple, j'ai production d'un élève. Je peux utiliser mon enregistreur d'écran sur iPad, puis annoter en même temps. Donc, l'élève voit ce que je suis en train d'écrire et en même temps, il entend ma voix. C'est très rassurant, surtout pour un élève qui a peut-être plus de défis. On pourrait avoir une rétroaction par les pairs aussi avec Flipgrid. Ça peut être intéressant, cette option-là aussi. Puis enfin, en intégration, dans le moment qui est en direct, là, en synchrone, on va faire un retour sur les connaissances. On pourrait utiliser WooClap. On lance un autre défi de création aux élèves, mais cette fois-ci, ça peut être un défi numérique. Donc là, on y va, on peut s'éclater. La balado, le livre numérique, le croquis-notes, une création, un montage vidéo. Donc, les possibilités sont infinies de ce point de vue-là. Puis on dépose, puis on partage, comme on a parlé précédemment. Puis là, j'imagine qu'entre les 2 séquences qu'on a présentées, il y a tout un monde de possibilités. Là, c'est vraiment à l'extrême. J'utilise le numérique à chacune des étapes, mais je pourrais en utiliser 2 ou 3 fois, puis ça pourrait faire l'affaire aussi. Oui, tout à fait. Puis en fait, il faut doser. Là, c'est vraiment un contexte où c'est un enseignant, exemple, qui avait déjà une classe avant et que ses élèves avaient l'habitude d'utiliser le numérique et connaissaient déjà un certain nombre d'outils. Alors là, c'est sûr qu'on vous a présenté ça rapidement. On vous a donné beaucoup d'informations dans très peu de temps. Notre but, c'est vraiment de vous outiller le plus possible à revenir sur votre séquence de base et essayer de rentrer en contact et de continuer l'enseignement à distance avec vos élèves. Ceci dit, dans les prochaines semaines, notre but, ce serait vraiment qu'il y ait des gens qui utilisent déjà le numérique, qui seraient prêts à nous partager des exemples pour qu'on puisse justement faire grandir un peu la communauté et en venir peut-être à voir différentes réalisations d'élèves qui ont été dans le processus. On vous a aussi partagé des ressources complémentaires pour que vous puissiez, vous aussi, faire votre réflexion sur ce processus-là. Alors, si on passe à la prochaine diapo, c'est le modèle de séquence d'apprentissage sur lequel on s'est basé pour créer les 2 séquences types qu'on vient de vous présenter. Alors, c'est un modèle qui n'est pas coulé dans le béton. On peut le modeler selon nos intentions, selon nos besoins, selon les besoins de nos élèves. Il faut juste se rappeler qu'on doit varier le présentiel et l'asynchrone. Donc, on doit essayer qu'il y ait de tout dans notre séquence. On vous a aussi mis différentes ressources là, que vous pourrez aller consulter, différents articles qui ont été publiés au courant des dernières semaines. Tout le monde y va avec son grain de sel, tout le monde y va avec ses recommandations, mais je pense que l'essentiel, c'est toujours de se faire confiance et d'y aller avec ce qu'on connaît, un petit pas à la fois, surtout si on veut en venir à intégrer de plus en plus de numérique dans nos séquences d'apprentissage.
Donc, s'il y a des points qu'on veut retenir à la fin de cette présentation-là, c'est de partir du connu, que nos intentions d'apprentissage soient super claires pour qu'on puisse définir une séquence appropriée, prendre soin de nous, prendre soin de nos élèves, de notre compétence numérique, entre autres, varier. Donc, varier les activités, mais surtout varier entre le présentiel et l'asynchrone. Est-ce qu'il y a d'autres points? Mettre les élèves en action, principalement, donc leur demander de s'engager dans la tâche, autant quand ils sont en visioconférence que quand ils sont en train de réaliser une tâche. Donc, vraiment d'aller les solliciter le plus possible pour qu'ils se sentent interpellés et qu'ils aient le goût de poursuivre. On sait que ce n'est pas facile pour plusieurs, la motivation à distance, donc on essaie beaucoup de focusser là-dessus aussi. Donc, en espérant vous avoir donné quelques idées, avoir un peu démystifié tout ça, puis si vous avez d'autres questions, notre boîte courriel est toujours ouverte. Puis sinon, je vous invite à vous joindre à la page du récit local de la commission scolaire pour partager vos essais, ce qui fonctionne, même ce qui fonctionne moins bien pour pouvoir se créer une communauté entre nous pour s'aider mutuellement. Et encore une fois, ça nous permet de prendre soin de nous.